Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Il y a des moments où tout bascule en une phrase, en un mot, un diagnostic. Il y avait un avant et d'un seul coup vient ce mot, vient ce diagnostic et soudain il y a un après. Si vous écoutez cet épisode ou si vous le regardez en vidéo sur YouTube, c'est peut-être parce que vous aussi un jour on vous a annoncé un diagnostic, on vous a annoncé une maladie. Et depuis ce moment, il y a quelque chose qui s'est figé à l'intérieur de vous. Il y a eu de la peur, de la sidération, un état de choc, une impression que plus rien n'est vraiment sûr en fait. Que vous allez avancer sur des sables mouvants. C'est plus très clair. C'est vraiment l'état de choc complet dans lequel va se mettre le cerveau au moment du diagnostic. J'ai voulu enregistrer cet épisode parce que ce moment précis, celui de l'annonce du diagnostic, est souvent minimisé. Parfois, si la vie n'est pas engagée, il va y avoir des phrases comme « continuer à vivre normalement ». Après tout, tu as de la chance, tu es encore debout ou tu n'as pas de douleur. Et donc, quelque part, on va se retrouver un petit peu bloqué, entravé d'un point de vue émotionnel. On peut parler de traitement, on va parler beaucoup de traitement, de suivi médical, d'adaptation. Parfois même, si la vie est engagée, on va se retrouver dans un tunnel pour être entièrement accompagné, soutenu sur le plan médical, sur le plan du corps. Mais on parle très peu de ce choc intérieur que représente un diagnostic. On parle très peu de ce qu'on va ressentir intérieurement. Peut-être oui, mentalement, mais qu'en est-il de l'émotion? Et pourtant, ça marque très profondément. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi l'annonce d'une maladie est un véritable choc, et pour le corps, et pour le mental, et pour l'esprit émotionnel. Pourquoi vos réactions sont normales, et pourquoi ce que vous ressentez n'est ni exagéré, ni disproportionné. C'est tout un processus, comme un processus de deuil entre la vie d'avant et la vie qui s'annonce désormais. Et dans le deuil, il y a plusieurs étapes. J'en parlerai dans d'autres épisodes. Il y a le choc, le déni, la colère, tristesse, qui très souvent sont aussi empreintes de peur, pour après pouvoir se reconstruire et pour pouvoir accepter, avancer, se reprojeter pleinement. Ce qui est à comprendre, c'est que vos réactions sont normales, ce que vous ressentez n'est ni exagéré, ni disproportionné. Et à la fin de cet épisode, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous sentir un peu moins seul, un peu moins anormal, entre guillemets, et que vous compreniez mieux ce qui se joue en vous depuis ce moment-là. Quand un diagnostic tombe, le cerveau ne l'entend pas comme une information neutre. Déjà, il ne peut pas intégrer l'information dans un premier temps, donc il va se figer. Et il va l'entendre comme une menace. Qui dit menace dit se mettre à se battre. Il faut absolument qu'il puisse survivre. Une menace pour l'avenir, pour les projets, parfois même pour la survie. C'est pour ça que tout peut s'effondrer intérieurement en quelques secondes. C'est un peu, comme je vous disais précédemment, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Vous étiez debout, vous avanciez. Alors, parfois, il y avait une sorte de pressentiment, il se passait des choses pas tout à fait claires. Parfois même, le diagnostic est posé comme quelque chose, comme un soulagement. Enfin, on peut mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis. C'était pas anormal ce que je traversais. Mais d'un seul coup, il n'y a plus rien de stable. Le diagnostic est là et comment je vis avec ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux continuer à travailler? Est-ce que mon entourage va pouvoir entendre, accepter? Est-ce que je peux avoir des enfants si j'ai ce diagnostic assez jeune? Qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie avec tout ça? Le corps va se figer, le mental va s'emballer et une question apparaît très rapidement. Et maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? En ce qui me concerne, je me souviens très très bien de ce moment. J'avais 23 ans quand le diagnostic de sclérose en plaques a été posé.
Au début, on m'a parlé d'une petite sclérose en plaques et comme j'avais fait 2 poussées très rapprochées, très rapidement, on était en 2009, le neurologue m'a dit « Mais mademoiselle, à ce rythme-là, dans 2 ans, vous êtes en fauteuil. » C'était très maladroit, peut-être pour me prévenir, pour me protéger, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, à partir de là, je n'ai vécu plus que dans des projections extrêmement inquiétantes. Mon esprit était entièrement tourné vers ce futur très, très, très anxiogène. Et à ce moment-là, il n'a plus jamais cessé d'anticiper, d'être dans tous les scénarios catastrophes. Pas par faiblesse, mais parce que le cerveau fait exactement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire essayer de prévoir pour protéger. Alors des personnes vont être dans cette notion de se battre, de pouvoir être plus fort que la maladie, de se dire je vais y arriver, je vais être plus fort que ça, je vais me battre. Clairement, pour être honnête avec vous, c'est une autre stratégie de survie, mais au bout du compte, à un moment ou à un autre, ça finit forcément par s'écrouler. Être fort, ça veut dire qu'on met un pansement et qu'on ne va pas aller regarder la charge émotionnelle que ça vient impacter, ce que ça vient mettre en place. Et du coup, à un moment ou à un autre, ça nous rattrape. Soit on en a conscience, soit c'est de manière très inconsciente. Et il y a beaucoup de débordements avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse et de choses à bas bruit. Le problème quand on est malade, c'est que le cerveau il imagine rarement des scénarios neutres. Il va jamais se dire, bon, là aujourd'hui c'est ok, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qui va se passer après. Il va jamais se vouloir rassurant. Son but, c'est de nous protéger et parfois très malgré nous. Donc du coup, il va toujours imaginer le pire. Un peu comme un GPS on a une destination et va nous proposer toutes les routes dangereuses, sans pouvoir même nous montrer les chemins qui peuvent être possibles, qui peuvent être plus doux, plus réalistes. Quelque part, au fond de nous, on pourrait se dire peut-être que je peux essayer autre chose, peut-être que je peux trouver des choses qui pourraient m'amener du bien-être. Mais comme on est dans un état très émotionnel, on fonctionne avec notre cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel que l'on a dans notre développement en tant qu'enfant. Et ce cerveau-là, il a une pensée très binaire, très émotive, et elle n'est absolument pas logique, pas rationnelle. Ce qui veut dire que toutes les parties qui pourraient nous apaiser, on ne peut pas y accéder. Toutes les solutions que l'on pourrait trouver, on ne peut pas y accéder. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette peur du futur, cette difficulté à vous projeter, cette impression que le moindre projet devient risqué. Que même le fait si vous n'avez pas assez dormi, ça vous met en danger. Si vous êtes émotionnellement, si c'est trop difficile, ça vous met en danger. J'avais même des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient « Si je laisse aller la partie émotionnelle, ça me met en danger. Si je laisse libre cours à ces émotions. » Beaucoup de personnes que j'accompagne vivent exactement ça et parfois même après le diagnostic, longtemps après le diagnostic. Tant que c'est pas libéré émotionnellement, ça reste comme quelque chose qui continue à tourner à l'intérieur et qui continue complètement à nous entraver, à nous bloquer. Sur tous les plans, vraiment. C'est ça que je voudrais dire ici, sur tous les plans. Parce que pendant ce temps-là, le corps, lui, va rester en alerte. Le système nerveux, il va s'activer pour vous protéger, pour continuer. Quand je dis vous, je m'inclus dans le lot. C'est comme une alarme intérieure qui s'est déclenchée au moment de l'annonce et qui parfois n'est pas vraiment éteinte, ne s'est jamais éteinte. De toute façon, elle n'a pas eu la possibilité d'être éteinte si on n'a pas pu faire ce travail. Et ça va se manifester par de la fatigue, de la tension, de l'anxiété et une hypervigilance permanente. Comme si je prends l'exemple de Cro-Magnon, comme si le tigre face à la caverne, il était là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas se dire à un moment donné, ça y est, j'y ai échappé, ça y est, ce tigre est disparu, il est mort et je suis libre. On ne peut pas faire redescendre le système nerveux. En tout cas, si c'est votre cas, si c'est ce que vous ressentez là aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous entendiez ceci. Votre corps ne vous trahit pas. Il faut arrêter de se dire que là, le corps, il m'a trahi, il m'a laissé tomber, je ne peux plus lui faire confiance. Il ne vous trahit pas, il essaye aussi de vous protéger avec les moyens qu'il a, même si c'est inconfortable, même si c'est épuisant. Quelque part, pouvoir refaire à nouveau alliance avec ce corps, avec ses émotions, avec qui vous êtes. Et ce qui est souvent difficile, c'est qu'autour de nous, on nous encourage très vite à positiver, à aller de l'avant, à continuer à vivre comme avant, normalement. Continuer à vivre normalement. Cette fameuse phrase qui parfois emprisonne plus que ce qu'elle pourrait soulager. Et on nous dit aussi de ne pas y penser
Et même parfois, on va aller avec cette dynamique de « après tout, j'ai de la chance, je n'ai pas de douleur » ou « je ne suis pas si impactée, il y a pire que moi ». Cette fameuse phrase « il y a pire que moi ». Mais pendant ce temps-là, en fait, on ne reconstruit pas la maison pendant qu'elle est encore en feu. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, lorsqu'elles viennent me voir quelque part, c'est que l'incendie, il fait ravage dans la maison. La maison, elle flambe complètement. Elle flambe, c'est le moment où là on arrivait à construire un équilibre à des fondations qui n'étaient pas du tout solides. On se disait, ça va aller, je vais tenir, il y a pire que moi, je vais me battre, je suis forte, etc. Et à un moment, l'incendie fait ravage et on n'y arrive plus. On ne peut plus tenir seul. J'imagine que vous devez vous reconnaître, pour certains d'entre vous, dans cette situation-là. Moi, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être accompagnée, même très, très, très tôt. À 23 ans, j'avais plus vraiment de possibilités de vie alors que j'étais en train de me lancer dans la vie. C'était soit je me tourne uniquement vers la maladie, je m'arrête de vivre, soit éventuellement je mets en place des choses qui me permettront d'avancer et de construire. En fait, quand l'incendie fait ravage, c'est pas le moment d'aller construire les fondations, c'est pas le moment d'aller creuser sur qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'apaiser, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux vivre, quel projet je peux avoir. Quand l'incendie fait ravage et que la maison brûle complètement, la première chose dont on a besoin, c'est pouvoir se sentir en sécurité, pouvoir être entendu, pouvoir être rassuré, pouvoir être compris dans ce qu'on ressent. Et j'imagine que très souvent, c'est difficile de se sentir compris, à moins d'être entouré de personnes qui vivent la même chose que vous, qui vous comprennent. Mais parfois, le piège, c'est que les personnes qui vivent la même chose que vous, elles sont elles aussi dans la douleur. Et donc, elles vont indirectement vous projeter elles aussi leur douleur, leur peur. Et ça ne peut que raviver les vôtres. Ici, ce que je peux vous proposer, ce qui aide vraiment, c'est pas de forcer le mental, mais d'apaiser le corps. Vraiment, travailler à apaiser le corps. De comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et surtout de vous donner le droit d'aller lentement. Pour la simple et bonne raison que tout ce chemin du deuil, tout ce chemin vers la reconstruction, vers l'acceptation, même si ce mot parfois pique beaucoup de personnes parce que elles vont dire mais on ne peut pas accepter. Accepter, c'est arrêter de se battre. Accepter, c'est baisser les bras. Non, tellement pas, vraiment, vraiment pas. Accepter, c'est juste être apaisé, s'apaiser et se remettre en mouvement dans sa vie. Et avancer pour dire, ok, cette maladie est là, qu'est-ce que je peux faire autour de ça pour qu'elle ne m'entrave plus, pour qu'elle ne me bloque plus. En l'occurrence, c'est pas la maladie la plupart du temps qui entrave, c'est la peur. Toute la peur qu'il y a autour. C'est vraiment comprendre le temps que ça prend, c'est tout un chemin intérieur. Et c'est là que commence vraiment tout ce chemin-là. À partir du moment où on accepte que ça va prendre du temps et qu'on accepte d'abord de prendre soin de la partie émotionnelle. Si vous deviez retenir une chose de cet épisode, ça serait celle-ci. Ce que vous ressentez depuis l'annonce de votre diagnostic est une réaction entièrement normale face à une situation qui est profondément déstabilisante. Même si en apparence vous allez bien, même si la maladie n'est pas si avancée, même si dans votre corps, là aujourd'hui ça va, même s'il y a des traitements, ça reste un tsunami, une situation profondément déstabilisante. Et ça reste un véritable choc et une information au niveau émotionnel à venir libérer. Ça reste un trauma, ça peut vraiment être classé dans la catégorie des traumatismes instantanés ou raviver des traumas anciens avec des annonces difficiles. Si on a eu des personnes dans notre entourage proche qui ont aussi vécu une maladie, qu'on a vu souffrir, qu'on a vu avancer avec beaucoup de douleurs et de choses difficiles. Donc forcément, ça vient nous déstabiliser dans la vie que l'on avait prévu d'avoir. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Si vous êtes dans la détresse, sur le moment, dans la tristesse, dans la peur, dans l'anxiété, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes trop sensible. Ça aussi, j'entends, je suis trop sensible, je suis trop émotionnelle. Cette maladie fait de moi quelqu'un de fragile, d'hypersensible. Non, c'est un processus intérieur qu'il convient de venir rassurer, il convient de venir soigner aussi. Il y a soigner le corps, mais il y a soigner le mental et soigner la partie émotionnelle. Alors, je sais que soigner est uniquement associé au protocole médical, mais on pourrait dire peut-être entourer, cajoler, rassurer, accompagner avec douceur, avec bienveillance et avec compréhension. Parce que vous êtes humain. On est tous humains.
On a cette particularité d'être des êtres très émotionnels, et pour le meilleur, et parfois pour le pire. Si certains outils ou ressources peuvent vous aider, vous la trouverez dans la description de cet épisode, que ce soit dans le podcast ou sur YouTube. Et si cet épisode vous a fait du bien, vous pouvez laisser un avis ou un commentaire. N'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, là où vous l'écoutez. Ça lui permettra d'avoir un vrai coup de boost pour pouvoir soutenir, aider toutes les personnes qui sont touchées par une maladie, qui pourraient en avoir besoin pour pouvoir s'apaiser, se sentir mieux. Et retrouver leur équilibre, bien évidemment aussi. N'hésitez pas aussi à le faire tourner autour de vous, dans votre entourage, dans les associations dans lesquelles vous êtes, à en parler. Le but, c'est de pouvoir ouvrir le plus de portes vers l'apaisement, face à la maladie. Et surtout, ça permet aux personnes de pouvoir se sentir moins seules, clairement. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, soirée, où que vous soyez. À très bientôt.